Derrière la précarité énergétique, c'est d'abord la précarité qui est en jeu. Et la précarité, c'est d'abord une question d'urgence, de très court terme. Or, on sait que pour régler les questions de performance énergétique, de rénovation énergétique du bâtiment, il faut avoir des approches beaucoup plus long terme. Et donc, il y a une contradiction qui est très forte. Et aujourd'hui, on est confronté dans les dispositifs de l'action publique à cette contradiction, que ce soit avec l'ANA, avec les certificats d'économie d'énergie, le crédit d'impôt, etc. Alors nous, ce qu'on dit face à cette situation, le changement d'échelle, il est possible, de lutte contre la précarité énergétique et je dirais d'embarquement des habitants dans des chantiers. Mais pour ça, la première chose qu'il faudrait qu'on puisse faire passer, et c'est l'intérêt aussi d'une fondation comme Transition, comme des forums comme celui de Convergence, c'est de faire passer au niveau des politiques publiques qu'on a tous besoin de ressources pour investir, pour améliorer, pour rénover. Le seul problème, c'est que quand on est précaire, quand on est pauvre, la ressource monétaire, on ne l'a pas. Par contre, on a quelque chose, ça s'appelle l'apport en travail, l'apport en industrie. Et c'est ça qu'il faudrait beaucoup plus valoriser dans le montage des projets en disant, bah, écoutez, vous apportez votre travail et en contrepartie, on vous finance l'achat des matériaux et l'accompagnement qui va vous être apporté pour mener le chantier. Et ça, c'est une notion que les politiques publiques ne connaissent absolument pas, ignorent totalement. Donc ça, c'est vraiment un premier enjeu pour changer l'échelle. Il faudrait qu'à un moment donné, dans la loi, qu'elle soit celle de transition énergétique ou les lois logement ou tout autre dispositif, on puisse faire passer cette notion. Il y a un deuxième enjeu, un deuxième problème. Il faut qu'on arrête le faux procès qui est intenté aux personnes qui auto-rénovent et à ceux qui les accompagnent, que c'est de la concurrence déloyale pour les artisans, pour les entreprises du bâtiment. Tous les chantiers qu'on mène, si on ne montait pas le projet en auto-habitation avec l'habitant, c'est des chantiers qui ne sortiraient pas. Parce qu'aucun artisan ne rentrerait dans le logement, qui est un logement dégradé, insalubre, dans un état de dégradation très important, et aussi avec naturellement toutes les problématiques sociales qu'il y a derrière ces situations. Nous, on y arrive parce que c'est notre job, parce qu'on fait avec les personnes, on les embarque dans le projet, et donc ça c'est une première chose. Donc il n'y a pas de concurrence. Et qui plus est, tous ces projets, quand on les monte, il y a toujours un lot de travaux qui est fait avec les entreprises. Autrement dit, on est un effet levier pour créer du marché aux artisans. Et ça, je dirais que quand on travaille au niveau local, il n'y a aucun problème. Les artisans l'ont parfaitement compris. En revanche, plus on monte dans la pyramide et qu'on se rapproche des instances fédérales et puis surtout politiques, eh ben, ça bloque. Ça bloque et on le voit très concrètement aujourd'hui. Les travaux menés en auto-rénovation et accompagnés par des structures comme les nôtres ne peuvent pas être financés par les certificats d'économie d'énergie, par le crédit d'impôt, parce qu'il faut apposer le label RGE, reconnu, garantie de l'environnement, et non pas pour des questions de compétences. Quand on accompagne ces personnes, on a toutes les compétences, parfois même, il faut le dire, même améliorées par rapport à celles que proposent certains artisans, mais parce qu'on est association et qu'une association, dans le règlement du RGE, ne peut pas accéder à cette labellisation. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un blocage aujourd'hui qui n'a absolument plus lieu d'être, mais pourtant, il persiste malgré, on pourrait citer des exemples d'amendements qui ont été déposés lorsqu'il y a la loi transition énergétique, alors qui remonte déjà à 4 ans, hein, mais avait été présenté. Et ben, l'amendement a été balayé par la ministre de l'époque, parce qu'effectivement, au nom de cette concurrence. Donc ça, c'est vraiment un point, je pense, sur lequel il faudrait qu'on travaille tous et qu'on fasse évoluer. Puis dernière chose dans le changement d'échelle, aujourd'hui les compagnons bâtisseurs sont déployés assez largement sur le territoire. Bon, on accompagne à peu près 2300-2500 habitants par an, mais c'est largement insuffisant. On a vu les chiffres de la précarité énergétique, ça se compte en millions. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que le besoin, il est énorme. Par contre, il faut structurer l'offre d'accompagnement à ces réhabilitations. Et pour ça, depuis 3 ans, on travaille, on a été acteur dans la mise en place d'un réseau qui s'appelle le réseau pluriel d'accompagnement à l'auto-réhabilitation, le REPAR, et qui mobilise près de 200 organismes qui sont
des coopératives, des entreprises du bâtiment, des artisans, des associations comme les nôtres, et qui réfléchissent ensemble comment déployer largement cette démarche à l'échelon beaucoup plus large, en levant les freins, parce qu'effectivement il y a de la formation derrière. Former, c'est pas la même chose que de faire le chantier soi-même, que de le faire avec un habitant et de l'accompagner. Donc de la formation, c'est des questions aussi autour des assurances. Quand on mène un chantier bâtiment, il vaut mieux l'assurer pour la décennale, et aujourd'hui c'est très compliqué vis-à-vis des assurances que d'assurer en décennale un chantier qui a été en partie fait en autoréhabilitation. C'est de la mutualisation, c'est du groupement d'achat, et donc tout ça effectivement on l'a enclenché dans le cadre de ce réseau, et certainement il y aurait aujourd'hui beaucoup plus à faire.